Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir mes chers et merveilleux camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la guerre qui s'étend au Moyen-Orient après l'élimination du guide suprême iranien par l'opération américano-israélienne, attaque par l'Iran de sites civils et militaires dans les pétromonarchies et frappe massive hier et aujourd'hui au Liban en réponse à celle du Hezbollah. مثل يوم المحشر اللي معه سيارة طالع واللي ماشي لحتى وصلنا على طريق المطار وقفت لقيت فان قلت له وين ما كان المهم زتني طلعني هون انا والاولاد. Y a-t-il encore des garde-fous institutionnels type ONU pour faire appliquer le droit de la guerre et pour éviter l'embrasement généralisé? Ce sera le thème de notre débat avant qu'on vous retrouve en fin d'émission, Marie Bonissou et Monsieur Bauduit pour vos chroniques. Et grande nouvelle. Eh oui, direction Amsterdam, Elisabeth, où le Rijksmuseum vient de dévoiler le résultat de 2 ans d'études d'analyse autour d'un tableau qui est bien de la main de Rembrandt. Oui. Formidable nouvelle. Alors, est-ce la découverte d'un tableau jusqu'alors inconnu? Sans doute pas, même loin de là. Bon, et vous, Marie? Après 20 ans de blocage, la Corée du Sud autorise enfin Google Maps à proposer ses services de géolocalisation dans le pays. Pourquoi tant de réticence et pourquoi oui, maintenant? Je vous raconte ça tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer, la Maison des Femmes a fait des petits en 10 ans. Cette extraordinaire structure médico-sociale dédiée, vous le savez, aux femmes victimes de violences, imaginée en 2016 par la gynécologue Rada Hatem, s'est multipliée. Il y en a aujourd'hui 31 en France. Un long métrage qui sort demain en France célèbre le cœur immense et le tempérament drôlement combatif de sa créatrice et de ses équipes. On en parle avec le docteur Hatem et la réalisatrice Mélisa Godet tout de suite. Rada Hatem, docteur Hatem, bonsoir. Madame Quin. Bonsoir. Oh, comme elle est formelle. Mélisa Godet, bonsoir. Je vous présente à toutes les deux Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Vous êtes ici pour ce film galvanisant qui sort demain à la Maison des Femmes. Une question avant qu'on découvre votre profil idéal à toutes les deux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tirer le portrait de cette extraordinaire pétroleuse qu'est Rada Hatem? Portrait galvanisant, encore une fois, autour de son combat féministe. Il n'y a pas d'autre mot. Justement, son incroyable énergie, cette incroyable force de vie qu'elle a insufflé dans cette maison, dans cette équipe. Voilà, cet endroit qui fait des miracles. Absolument. C'est pas mon portrait, Elisabeth, c'est le portrait de la maison. De l'équipe et de la Maison des Femmes. La preuve par le profil idéal d'Olivier Boucreux. L'une transforme un hôpital public en refuge, l'autre fait de ce refuge un récit collectif. La Maison des Femmes, bonjour. Parce que vous avez choisi de faire de la réparation une méthode, médicale ou cinématographique, vous avez Rada Hatem et Mélisa Godet, le profil idéal. Rada Hatem, vous quittez Beyrouth en guerre à 18 ans pour étudier la médecine en France. À la maternité des Bluets, unité pionnière de l'accouchement sans douleur, vous découvrez la magie de la naissance. En 2010, vous prenez la direction de la maternité de l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. 4000 naissances par an, 120 nationalités, 14% de femmes excisées. La violence entre dans le champ du soin. Et vous, vous faites de la chirurgie reconstructrice votre spécialité. Il y a la violence conjugale, les coups, ça se voit, c'est pas toujours des coups. Et puis il y a les violences secrètes comme l'excision, le viol, l'inceste. En 2016, vous fondez au sein de cet hôpital la Maison des Femmes, un guichet unique réunissant médecins, psychologues, assistantes sociales, juristes et policiers pour soigner les corps, accompagner les plaintes, reconstruire l'estime. Vous le rappelez, une femme victime de violence perd entre 1 et 4 années de vie en bonne santé. Mélisa Godet, vous êtes depuis longtemps dans le milieu du cinéma, mais vous réalisez depuis peu. En 2014, vous publiez votre premier roman, Les Augustins, récompensé par le prix Nouveau Talent. Puis vous réalisez des courts-métrages dont Les Enfants d'Oma, sur le deuil et les liens familiaux, et la série dystopique LT21, déjà liée au monde médical. Quand vous entendez Rada Hatem parler de la Maison des Femmes à la radio, vous y voyez d'emblée un film choral. Je me suis donné vraiment la liberté de la fiction dans ce film, c'était très important pour moi et pour elle aussi d'ailleurs. Mais cette fiction, elle devait être toujours fidèle aux intentions de la Maison des Femmes. 8 mois d'écriture menés en échange constant avec Rada Hatem et une ligne claire, ne pas montrer les coups, rester du côté des soignantes et laisser parfois une place à la joie. Évidemment, on rêve tous du jour où une structure comme la nôtre sera devenue inutile. Mais en attendant, nous avons besoin d'aide. Porté par un casting éclectique, fidèle à l'esprit du lieu, votre film donne corps à ce collectif de soignantes et respecte les victimes. Vous le dites, Mélisa Godet, Rada Hatem et ses équipes incarnent une source d'inspiration inépuisable, un féminisme de terrain. Tu parles bien.
Et oui, un féminisme de terrain. Et précisément, vous avez voulu montrer un féminisme joyeux, de terrain, concret, incarné, et non sans humour. On évoque le patriarcat et autres formules qui font marrer, quoi. C'était votre ambition pour créer encore plus d'empathie avec ce projet? Oui, moi, le but de ce film, c'est qu'il puisse toucher le plus grand nombre de personnes pour porter le sujet le plus loin possible. Femmes et hommes, absolument, c'est très important. Et je pense que l'humour est un vecteur efficace d'identification à des personnages. Quelqu'un qui vous fait rire, vous avez envie de le suivre un peu au bout du monde. Donc c'est important que cette équipe ait ça. Et puis il y a ça dans cet endroit. Et il y a ça chez cette personne, Rada Hatem, incarnée donc par Karine Viard. Alors pardon, vous dites c'est pas mon portrait le film, certes, mais tout tourne autour du personnage que Karine Viard incarne, à savoir vous. Alors on pense à Elsa Zilberstein qui a incarné Simone Veil, Anouk Grimbert, Gisèle Halimi, et maintenant Karine Viard vous incarne. Vous n'avez pas un petit vertige tout de même? Mais là, quand vous le dites comme ça, total, vertige. Évidemment, immense vertige. Je vais pas m'en remettre. À propos de votre combativité et de votre humour, il y a une formule, il faut se marketer, on va devenir des pandas. Ça, c'est quand vous réalisez qu'il va falloir développer la Maison des Femmes. Oui, alors je ne l'ai pas dit exactement comme ça. Le panda n'est pas ma référence, mais c'est comme ça qu'on vous le fait dire. C'est Mélisa, mais c'est très malin. Mais oui, il y a un moment où on a bien compris qu'il fallait passer à 28 minutes et partout pour qu'on nous entende. C'est ça. Mais il y a 10 ans déjà, il fallait se marketer. Il y a eu quelque chose de l'ordre d'une énergie vitale déployée par vous-même. Oui, complètement. Pour développer la Maison des Femmes et pour la rendre pérenne. Pour convaincre, pour lever des fonds, pour embarquer les grands mécènes. Parce que, vous le savez, le gouvernement n'a pas assez d'argent. Donc il faut aller chercher là où il est. C'est d'ailleurs dit dans le film. Extrait. 3, 2, 1 Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme. Et elles font quoi du coup les patientes sinon on ferme? Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi. Mon mari, quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer. Putain, mais si nous, on peut pas être là pour celles qui n'ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi, là, les statistiques, là, tout ce bordel, là? Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service. Rada Hatem, ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit qu'il y a des profils très différents. Il y a des femmes seniors qui sont montrées dans ce cinéma. C'est ce que vous voyez au quotidien dans la Maison des Femmes de tous horizons. Bien sûr, il y a de très jeunes femmes maltraitées par leur famille, on le voit très bien. Il y a des femmes plus âgées. Et quand on regarde le profil des féminicides, il y a des femmes de 85 ans, de 90 ans. Et même 95 dans la manif. Je ne vais pas spoiler la fin du film, mais il y a une manifestation où il est question d'une femme de 95 ans tuée par un conjoint. Et ça paraît fou d'avoir passé toute une vie conjugale et de finir tuée par son conjoint à un âge aussi avancé. C'est invraisemblable, mais réel. Il y a aussi autre chose, la réparation des hymens et le travail autour des excisions. Et ça, c'est très central dans le film. Comment vous êtes-vous documenté? Vous avez assisté à des opérations, Mélisa Godet. Comment avez-vous fait pour que ce soit restitué de façon aussi simple et efficace et percutante? On se documente beaucoup, ça c'est essentiel. Voilà, j'ai eu l'occasion de lire quelques articles de médecine, voire même des thèses de médecine autour du sujet. Et puis ensuite, j'ai la chance de pouvoir en parler avec Rada, qu'elle m'explique précisément comment ça fonctionne, comment on fait. Et ça, c'est irremplaçable. Et c'est ainsi que Karine Viard dit à un moment donné, je vais vous faire un clitoris de compétition. C'est quelque chose que vous avez dit. La maternité de la phrase. Ouais. Et le film est comme un miroir inversé puisque ce sont des femmes qui pratiquent les excisions sur ces autres femmes qui en sont victimes. Et ce sont des femmes comme vous qui réparent et qui recréent un clitoris. Attention, les femmes pratiquent l'excision parce que dans ces cultures-là, il est hors de question qu'un homme touche le corps. Mais pourquoi elles le font? Pourquoi elles le font? Pour que les hommes épousent leurs filles. Donc il ne faut jamais perdre de vue ce que je dis, à qui le crime profite. Si une fille n'est pas excisée, elle n'est pas mariable. Et ça, c'est terrible dans beaucoup de pays du monde. Et donc il y a des femmes qui vont, alors qu'elles ont subi la même chose, faire subir à leur fille en se disant au moins elle aura un avenir sûr. Au moins elle aura un mari. Et c'est ça où c'est terrible. Alors on va évoquer un des angles morts des violences faites aux femmes, violences conjugales dans la ruralité en France. Oui, moins bien repérées, moins bien prises en charge aussi. Regardez, plus de la moitié des féminicides
ont lieu en milieu rural, selon la Fédération nationale Solidarité Femmes, alors que seulement 35% des femmes y vivent. On parle même des territoires ruraux comme étant un amplificateur d'inégalités. Les femmes sont plus isolées que dans les grandes villes. Elles se retrouvent plus fréquemment au chômage ou en situation précaire. Le fait qu'elles n'aient pas le permis ou bien qu'il n'y ait qu'une voiture au sein du foyer va accentuer la dépendance vis-à-vis du conjoint. Et puis le manque de médecins et de structures associatives dans les déserts médicaux empêche de recueillir la parole de ces femmes qui bien souvent se retrouvent enfermées à huis clos, sans solution concrète. Rada Hatem, on va le voir sur cette carte, l'implantation ici de toutes les maisons des femmes en France. Est-ce que c'était important pour vous? En tout cas, est-ce qu'il y avait une volonté de vous implanter dans des territoires ruraux? Alors c'est une volonté qui est très forte chez nous parce que nous partageons vos chiffres. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que dans les territoires ruraux, tout le monde connaît tout le monde. Et que parfois, l'agresseur est quelqu'un d'important, quelqu'un de reconnu dans la communauté. Et c'est impossible d'aller dénoncer parce que de toute façon, les gendarmes ne vont pas vous croire. Vous n'oserez pas y aller. Donc ça, c'est très important. Notre projet aujourd'hui, c'est d'aller le plus loin possible. Mais vous connaissez les déserts médicaux, le manque de professionnels de santé, le manque d'argent. On ne peut pas ouvrir une maison des femmes dans tous les villages. Donc il faut qu'on invente un système d'aller vers, même s'il n'est pas aussi puissant et aussi fréquent que dans une maison des femmes ouverte tout le temps. Au moins, ça permettra à ces femmes de consulter, de demander de l'aide et on verra comment on les raccroche au système global. Mélissa Godet, qu'est-ce que vous a le plus marqué dans ce que vous a raconté Rada Hatem sur son expérience? Vous êtes beaucoup documenté, mais qu'est-ce que vous avez reçu de manière très surprenante qui vous a interpellé le plus? Moi, ce qui m'a le plus interpellée en parlant avec Rada et puis aussi en écrivant, en fabriquant ce film, c'est à quel point cette problématique, elle est massive. Pour faire un film, pour l'écrire, on rencontre énormément de gens et c'est pour constituer les équipes techniques aussi. Et c'est incroyable le nombre de personnes, de femmes bien souvent, qui m'ont signifié un rapport personnel et intime au sujet. Dans l'équipe du tournage de l'émission? Oui, bien sûr. Aux violences intrafamiliales, aux abus en tout genre. Oui, qui sont là aussi porteurs d'une mission pour parler de ce sujet. Et tiens, à propos de mission, est-ce que vous trouvez que le film pourrait et devrait susciter des vocations infirmières, infirmiers, internes en médecine, obstétriciennes, gynécologues et autres? Je le souhaite. Et notamment, je trouve que l'actrice qui joue l'interne est tellement incroyable que je compte sur elle, en fait, pour donner envie aux jeunes médecins de s'engager dans la gynécologie obstétrique, une spécialité méconnue et il en faut. Et il en manque. Bien sûr qu'il en faut. Il en faut. Ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas nous piquer ce job-là. Ah, bonne nouvelle. Il y a un mot à la fin du film très important, semble-t-il, éduquer. Il est même prononcé et articulé. C'est important, il faut éduquer, tout part de là. C'est essentiel. Rada le dit souvent, réparer a posteriori, ça coûte de l'argent. Si on arrivait à faire plus de prévention, il y aurait moins de problèmes. Nous, on essaye avec ce film de faire aussi un objet qui soit pédagogique, qui puisse aller dans les facs, dans les lycées, et on va aussi le soumettre au dispositif de l'éducation nationale. Vous avez besoin de pépettes? Les gens peuvent faire des dons? Vous avez Toujours. Toujours. Sur le site. Sur le la site, Maison des Femmes, on peut donner. Eh ben voilà. Il y a un QR code à la fin du film, non? Aussi, on peut donner? Non, il est... Mélissa Godet, vous avez vu le tempérament du docteur Hatem? Elle pense à tout. Dans les avant-premières. Alors voilà, il y a des avant-premières en ce moment même. Et puis écoutez, il y a un site, la Maison des Femmes. Voilà, il y en a 31, il en faut plus en France. Merci à toutes les deux, Mélissa Godet et l'extraordinaire docteur Hatem. Merci infiniment. Votre film sera en salle partout en France dès demain. Et on va passer à notre débat sur les menaces d'embrasement général au Moyen-Orient. Près de 4 jours après l'élimination du guide suprême iranien, Liban, Israël, pétromonarchie, espace maritime du Golfe Persique vers le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont-ils la capacité de maintenir des tirs de missiles pendant des semaines? On en parle après la mise au point d'Amira Swilem. Des dizaines de milliers de Libanais jetés sur les routes. Après des tirs du Hezbollah en direction d'Israël, Tel Aviv a renforcé ses frappes sur le sud du Liban, allant jusqu'à frapper aussi la capitale Beyrouth. 55 morts ont été répertoriés à cette heure.
On aurait dit le jour du jugement dernier. Les gens fuyaient en voiture ou à pied. J'ai vu passer un van et j'ai dit au chauffeur, emmenez-nous où vous voulez, mais s'il vous plaît, mettez-moi à l'abri avec mes enfants. 4 jours après le début de l'offensive israélo-américaine sur l'Iran, la contagion a bien eu lieu. À Bagdad, des manifestants pro-iraniens ont tenté de prendre d'assaut l'ambassade américaine. Même scène à Karachi au Pakistan, où les violences ont fait au moins 22 morts. Le Pakistan a l'une des populations chiites les plus importantes en dehors de l'Iran. Il y a beaucoup de colère face à cette guerre dans les rues du Pakistan. Les services de sécurité sont vraiment en alerte ici. Alors que l'Iran frappe tous azimuts, les pays du Golfe commencent à perdre patience. Le Qatar, qui a dû suspendre sa production de gaz liquéfié, hausse le ton. On ne peut pas ne pas répondre, c'est une évidence. Il va falloir payer le prix de cette attaque flagrante contre notre peuple et contre la sécurité du Qatar et de ses habitants, issus de 140 pays différents. Le conflit peut-il s'élargir à d'autres pays? S'achemine-t-on vers une guerre à résonance mondiale? Nos 3 invités pour ce débat, Bertrand Badi, bonsoir, professeur émérite de Relations internationales à Sciences Po Paris. Vous avez publié « Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale ». C'est votre dernier essai. Selon vous, Bertrand Badi, l'Iran n'ayant pas les moyens de lancer un raid sur Washington, les monarchies du Golfe sont les seules cibles possibles. Mais c'est un jeu dangereux qui peut se retourner, bien évidemment, contre les Iraniens. À côté de vous, Guillaume Lagan, bonsoir, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions de défense. Je ne suis pas émérite. Hein, mais... Voilà, absolument. Je suis plus vieux, c'est ça que vous voulez dire. Oh, à peine. Dernier essai géopolitique de l'Europe. Selon vous, Guillaume Lagan, un possible embrasement de la région va dépendre de la capacité de l'Iran à se défendre sur la durée. Cela semble difficile car, à un moment donné, les Iraniens vont être à court de munitions et de missiles. Et à côté de vous, Yasmina Asrargis, chercheuse associée à l'université de Princeton, spécialiste du Moyen-Orient. Dernier essai, Le mirage de la paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes. Et vous considérez que ce qui est en train de se construire avec cette guerre, c'est une nouvelle architecture du Moyen-Orient avec Israël au centre et des pays arabes qui vont devoir y trouver leur place. Et on démarre le débat avec, le mot du jour. Oui, embrasement, parce que c'est le mot, vous allez le voir, qui l'emporte à la une de la presse nationale et régionale. Pour certains titres comme La Voix du Nord, le Moyen-Orient en est déjà l'objet de cet embrasement. Pour Le Monde, c'est encore à l'état de risque. Et pour vous, Yasmina Asrargis, est-ce que cet embrasement est déjà d'actualité ou vous diriez que c'est encore une menace qui n'est pas advenue ? Nous avons un risque véritable d'élargissement de ce conflit à la région. C'est tout l'intérêt du régime iranien qui cherche avec plusieurs étapes à frapper d'abord ces pays du Golfe puisqu'ils ont ces bases américaines, puis les infrastructures aéroportuaires et enfin certaines bases très précises qui sont les lieux de l'économie marchande du Golfe, en particulier en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on a eu plusieurs signaux faibles indiquant que Aramco avait été ciblé et ainsi que d'autres Aramco, donc les raffineries pétrolières de cette région. Et donc c'est l'identité même de ces pays rentier qui est attaqué par le régime en espérant que ces capitales appellent Washington et leur mettent une pression maximale afin que la désescalade reprenne et que les négociations diplomatiques reviennent à l'ordre du jour. Bertrand Badi, depuis bientôt 4 jours, est-ce que les objectifs poursuivis par les uns et les autres sont clairs? Alors, d'abord, Donald Trump, les Iraniens. On aimerait bien connaître ces objectifs. Vous savez, il y a un grand théoricien de la guerre qui s'appelle Clausewitz qui disait que la guerre se définit par rapport à l'objectif politique recherché. Et si vous regardez la chronique des guerres depuis, je dirais, la nuit des temps, on s'aperçoit que celle-ci était animée par un objectif politique précis, ce qui était pratique parce que ça permettait de dire s'il y avait un vainqueur, un vaincu, et si le vainqueur avait pu réaliser totalement ses objectifs. Et ici ? Depuis un certain temps, cette logique s'est brouillée. Et là, c'est particulièrement remarquable, puisque se mêlent en même temps des idées de changement de régime, de démilitarisation, de modification du positionnement politico-diplomatique dans la région. Bref, il y a tout un embrouillamini derrière lequel se cache peut-être une idée qui me paraît annoncer l'avenir, c'est-à-dire la puissance
est défaite, c'est-à-dire on voit bien que là où les puissants interviennent, ils ne parviennent plus à réaliser leurs objectifs, Vietnam, Afghanistan, Irak, et donc à défaut de réaliser des objectifs politiques et d'en tenir de clairs, eh bien l'idée c'est d'affaiblir l'adversaire. Guerre d'affaiblissement. Guillaume Lagarde, vous êtes d'accord avec ça? Ce nouveau type de guerre, en quelque sorte. Vous deux de lignée. Non, je donne l'idée, j'écoute bien sûr avec ce que dit le professeur Badi, mais c'est simplement que là, je trouve qu'au terme des 4 jours, moi je suis plutôt impressionné quand même par les capacités militaires des Israéliens et des Américains. C'est vrai que la puissance a des limites, mais si on parle de puissance militaire, quand même impressionnant de voir ce qu'a réalisé l'armée américaine et l'armée israélienne. C'est comme ça qu'ils font tomber le régime iranien? Ça nous renvoie à la question des objectifs. Moi, je pense que si on regarde un peu les choses de Sirius, en gros, l'année dernière, la guerre des 12 jours, vous savez, qui a eu lieu en 2025, entre Israël, les États-Unis et l'Iran, là, à l'évidence, le conflit portait plutôt sur les capacités nucléaires du régime. Et quand les Israéliens voulaient aller plus loin, M. Trump a mis le holà. Mais cette séquence qui a démarré il y a 4 jours, la décapitation quand même du régime dans ses profondeurs, puisque le guide suprême et les dignitaires qui étaient autour de lui sont apparemment morts, là je pense que du coup la perspective de ce qu'on appelle le changement de régime, c'est-à-dire le renversement de la République islamique, paraît recherchée. C'est là que je pense qu'il est important de rappeler que vous avez 2 co-belligérants et que Israël n'est pas les États-Unis et que leurs intérêts géostratégiques réels ne sont pas tout à fait les mêmes. Israël souhaite la fin de ce régime iranien puisque pour eux c'est un risque existentiel. Qu'il convient d'abattre par la force. Pour les Américains, ils souhaitent un deal et ils souhaitent recréer dans cette région un espèce de nouveau Moyen-Orient et ils peuvent tout à fait s'accommoder de l'ancien régime des ayatollahs tant qu'ils trouvent dans cette nouvel ordre, dans ce nouvel ordre régional, des personnes avec qui ils peuvent travailler. Travailler, qu'est-ce que ça veut dire pour l'administration Trump? C'est trouver les points focaux pour négocier un deal qui ne serait pas uniquement de l'ordre du nucléaire et du balistique, mais également de la prospérité économique, qui est le point cardinal et de négociation de cette administration, qui est porté par Steve Witkoff, qui est donc l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, qui vient du Bronx et dont les intérêts infrastructurels en matière immobilière à Gaza est aujourd'hui très clair, et Jared Kushner, qui est également impliqué, le gendre de Donald Trump, qui est également impliqué à très haut niveau dans la région avec différentes capitales du Golfe. Bertrand Badi, est-ce que Trump a pour objectif d'abolir cette monarchie ou au contraire de garder éventuellement des dirigeants plus compatibles? Alors justement, j'ai apprécié que mon voisin emploie le terme renversement, parce que ça prouve qu'on est d'accord. C'est-à-dire la puissance aujourd'hui, elle détruit, elle ne construit pas. Quand on était à l'époque du régime change, il ne s'agissait pas de renverser Saddam Hussein, il s'agissait de construire le régime change, le changement de régime en bon français. Maintenant, c'est du régime weakening, si vous voulez qu'on parle anglais. De l'affaiblissement. Voilà. Pour faire les malins. Et effectivement, derrière la notion de renversement, d'ailleurs, il y a beaucoup de flou. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, renversement? Est-ce que ça veut dire tuer le patron? Mais dans l'histoire récente, à chaque fois qu'on tuait un chef, on s'apercevait que rien ne repoussait derrière. Quand on a pendu Saddam Hussein, la deuxième guerre civile irakienne a commencé. Quand on a tué Ben Laden, eh bien, quelques temps après, s'est installé le califat au nord de l'Irak et de la Syrie. Quand on a tué Kadhafi, eh ben, c'est le désert que nous continuons à connaître aujourd'hui. Mais Guillaume Lagarde, qu'on comprenne bien, est-ce que les négociations étaient vraiment au point mort ou pas sur le nucléaire? On pensait qu'elles devaient reprendre cette semaine et finalement, eh bien, l'intervention a eu lieu. Oui, alors ces négociations, l'histoire dira si elles étaient sérieuses ou pas, mais tout laisse à penser qu'en fait les Américains les considéraient comme une forme de façade. En fait, ils avaient d'ores et déjà prévu une intervention militaire. On n'accumule pas, si vous voulez, autant d'armes autour d'un pays sans vouloir les utiliser. Moi, je voudrais juste revenir sur 2 choses. Je ne suis pas complètement sûr qu'il y ait une distinction très nette à faire entre ce que veut Israël et ce que veulent les États-Unis. Parce que, si vous voulez, il faut quand même imaginer que c'est quand même 2 pays dont les élites politico-militaires vivent vraiment dans l'osmose. Monsieur Netanyahou est parfaitement anglophone. Quand il est allé à Washington, il parle directement à monsieur Trump. Et si vous voulez, il y a quand même de la part des États-Unis, alors là pour le coup, l'idée de régime change a toujours été sur la table aux États-Unis. Donc est-ce qu'ils s'accommoderaient d'un scénario à la vénézuélienne, c'est ça que vous évoquiez, c'est-à-dire finalement l'arrivée d'un pouvoir plus modéré ou qui en gros capitulerait?
c'est possible. Je ne suis pas forcément certain qu'Israël serait en désaccord avec ça. Alors, on n'aura pas la réponse ce soir, mais on va avancer, Bertrand Badi, si vous voulez bien, parce qu'il faut évoquer la dimension économique pour les pétromonarchies. On va le faire avec Anna. Une phrase, une toute petite phrase. La temporalité entre Israël et les États-Unis n'est pas la même. Très bien, une phrase. Les États-Unis ont besoin que ce conflit s'arrête le plus vite possible, là où Israël a plutôt intérêt à ce qu'il dure. Alors, les inquiétudes économiques des pétromonarchies. Et oui, et si le pire cauchemar des pays du Golfe était en train de se réaliser, des attaques iraniennes ont visé ces derniers jours, entre autres, le port commercial d'Oman, l'hôtel Fairmont The Palm, le fleuron du tourisme à Dubaï, un immeuble résidentiel à Bahreïn et plusieurs aéroports de la région. L'Iran vise donc, de façon tout à fait assumée, les intérêts stratégiques de ces pays du Golfe et cherche à mettre à mal leurs économies qui sont basées sur le tourisme, la finance et l'attrait d'investisseurs étrangers. D'ailleurs, un général iranien a déclaré cet après-midi vouloir viser tous les centres économiques du Moyen-Orient. Mais les secteurs pétroliers et gaziers sont également dans le viseur de Téhéran. Le Qatar a annoncé l'arrêt de sa production de gaz liquéfié jusqu'à nouvel ordre suite à des frappes ciblées. Plusieurs tankers, on va le voir ici, ont aussi été touchés par les frappes iraniennes de part et d'autre du détroit d'Ormuz, qui est officiellement fermé depuis hier et par lequel transitent 1/5 des hydrocarbures de la planète. L'Irak, le Koweït et le Qatar ne peuvent donc plus exporter ni pétrole ni gaz. Et comment réagissent les marchés financiers de la région, Anna ? Eh bien, il n'y a rien de plus inquiétant pour les marchés et pour les investisseurs qu'un conflit armé sans date de fin prévisible. Résultat, les bourses ont terminé en baisse dimanche et fait rarissime, les places boursières de Dubaï et Abu Dhabi sont restées fermées hier et aujourd'hui. Yasmina Srargis, vous parliez tout à l'heure d'une volonté de faire pression sur les États-Unis de la part de l'Iran en attaquant ces pays du Golfe. Est-ce que ça peut vraiment marcher ? Alors c'est une stratégie qui, à mon avis, s'est très vite retournée contre l'Iran, puisqu'ils ont fait ce pari de la pression maximale sur les États du Golfe, en attaquant par ailleurs leurs propres alliés dans cette région, voire leurs médiateurs, à commencer par Oman, qui a été à la tête de cette médiation à Genève entre Américains et Iraniens, ainsi que le Qatar, qui aujourd'hui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a expliqué de manière extrêmement ferme qu'il se réservait le droit d'utiliser la force face à cette attaque de l'Iran. Ça ne veut pas forcément dire que ces pays-là sont alignés avec, en tout cas, Oman et le Qatar. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont alignés avec Israël et qu'ils s'engageraient dans un conflit régionalisé. En revanche, ce que nous savons depuis hier, c'est que plusieurs capitales du Golfe ont appelé la Maison-Blanche en indiquant à Donald Trump qu'ils étaient prêts à s'engager et aider et soutenir de manière militaire l'action américaine si la Maison-Blanche le demandait. Guillaume Lagarde, pari perdu pour l'Iran, justement, d'espérer trouver là des alliés et aujourd'hui d'en faire des adversaires ? Je crois que l'Iran n'a jamais voulu trouver des alliés de l'autre côté du Golfe Persique. Vous vous rappelez que tous ces États... Pour des raisons religieuses, idéologiques ? Alors, il y a fondamentalement une raison idéologique, c'est qu'en 1979, la révolution islamique, elle a éclaté avec l'objectif de renverser tous les régimes qu'on appelait impies, qui étaient liés déjà aux États-Unis à cette époque. Et c'est le moment où les États du Golfe ont formé ce qu'on appelle le Conseil de coopération du Golfe, qui est une organisation régionale dont le but était justement de résister à la pression iranienne. Et puis c'est vrai qu'il y a l'aspect religieux, puisque l'Iran c'est un pays, donc le pays du chiisme, et que les monarchies du Golfe sont en majorité, à majorité sunnite, et donc il y a cet aspect effectivement religieux. Mais derrière, il y a aussi des rivalités de puissance, et de fait, je rejoins ma voisine en disant que les États comme les Émirats arabes unis, par exemple, l'Arabie saoudite, leur sujet, ça a toujours été contenir la puissance iranienne. Donc s'ils peuvent aujourd'hui renverser le régime, peut-être que c'est un objectif qu'ils peuvent atteindre. Bertrand Badi. Oui, deux choses. D'abord, vous avez raison, le pari iranien misant sur la pression exercée par les pétromonarchies n'a pas fonctionné, mais n'a pas fonctionné pour une raison quelque peu différente. C'est parce que, et Marco Rubio l'a avoué de lui-même, les États-Unis ont été pris de vitesse par Israël et il ne leur restait pas d'autre choix que de suivre Israël. Il n'est pas dit que les pressions exercées par les pétromonarchies sur Washington n'aient pas dans un premier temps
obtenu un certain succès et un certain effet. On voyait bien d'ailleurs comment Trump tendait à renâcler et à traîner les pieds. Et la dimension religieuse, sur la dimension religieuse, non, ça compte je crois pas du tout. Mais, deuxième élément qui me paraît en revanche très important, le religieux, vous savez, dans le jeu diplomatique, il a bon dos. Quand on a besoin de s'entendre avec quelqu'un d'une autre religion, on le fait sans aucun scrupule. Quand on a besoin d'utiliser ça comme emblème, on ne manque pas. C'est pas là le problème. Ce que l'on met insuffisamment en évidence, c'est que l'interpénétration entre l'économie iranienne et les économies des pétromonarchies est infiniment plus forte qu'on le dit. Les Émirats arabes unis, qui est le grand État mafieux au monde, où tout transite, tous les commerces les plus informels, est profondément lié avec l'économie iranienne. Et le Qatar a des liens très profonds, le Koweït également. Donc il ne faut pas antagoniser des situations qui sont au contraire caractérisées par une très grande fluidité. Et d'ailleurs, Yasmina Asrari, il y avait eu un rapprochement entre Riyad, l'Arabie Saoudite et Téhéran tout récemment, en 2023. Et là, on se retrouve dans une situation qui n'est plus du tout ce qu'elle l'était, c'est-à-dire de rapprochement, de conciliation. Peut-être 2 points. D'abord sur l'idéologie et le religieux. Quand nous avons eu l'annonce officielle de l'assassinat et de la mort de l'ayatollah, le régime iranien a dit la phrase suivante: c'est un affront à l'ensemble du peuple islamique et de l'ensemble des musulmans. Ce qui est dans la réalité, et c'est là où on voit la contradiction et le paradoxe auquel a été poussé ce régime-là, c'est que dans les faits, ils ont dans la même nuit attaqué toute une série de pays musulmans qui vivent par ailleurs en plein mois sacré du Ramadan. Donc quand vous avez des drones à 4h du matin qui viennent taper au-dessus des têtes des Jordaniens, des Koweïtis, des Saoudiens, des Émiratis, du Bahreïn et d'un certain nombre de citoyens de ces pays-là, vous êtes en train de vous rentrer dans une contradiction entre le discours et l'application de ce discours. Donc ces pays-là ont très bien compris qu'aujourd'hui, le problème qui se pose face à eux en termes de sécurité, mais même en termes symboliques, ça n'est plus les Américains, comme ça pouvait être le cas il y a quelques décennies, c'est les Iraniens. Et c'est un discours que l'ensemble de ces pays du Golfe sont en train de porter aujourd'hui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste, c'était une petite boutade, mais il se trouve que la plupart des gens qui sont malheureusement tués sont des étrangers, puisque vous savez que ces pays, les Émirats arabes unis, c'est à 90% des travailleurs étrangers. Beaucoup d'ailleurs viennent d'Asie du Sud-Est, beaucoup sont chrétiens. Et ce sont malheureusement eux qui ont été victimes de ces bombardements. Mais juste un mot pour dire que cette dimension religieuse, elle est quand même extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe dans la région. Et on parle de musulmans, mais la différence entre chiisme et sunnisme est quand même fondamentale, notamment par exemple en Irak. Le Hamas, il est sunnite ou chiite? Si vous me laissez finir. En Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, ce sont les minorités chiites qui sont instrumentalisées par l'Iran. Et on ne peut pas comprendre la géopolitique de la région sans ces facteurs. Gardons du temps pour parler du Liban. Il y a un embrasement de la région, c'est la question qu'on se pose. Le Hezbollah au Liban, en soutien à l'Iran, a attaqué Israël, ce que dénonce le gouvernement libanais qui ne veut pas être emporté dans ce conflit. Écoutez le Premier ministre libanais. وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيدها مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. Guillaume Lagan, c'est là que serait définie aussi la carte du Proche-Orient, du Moyen-Orient, justement. C'est une déclaration très importante parce que le Liban, si vous voulez, tente depuis un an de désarmer le Hezbollah. Et le fait que le Hezbollah reprenne les armes et donc entraîne le Liban dans la guerre contre Israël est critiqué pour la première fois par les autorités libanaises. Donc le Premier ministre qu'on vient de voir représente la communauté sunnite, le président représente la communauté chrétienne, et ils essaient de faire pression sur la communauté chiite, qui est d'ailleurs en train de se diviser. Pour les experts, vous avez le Hamal, qui est différent du Hezbollah, qui commence à le critiquer. Donc c'est très important. C'est peut-être une évolution à suivre et qui pourrait permettre peut-être une évolution positive au Liban. C'est un moment de bascule, Bertrand Badi? Enfin, je suis beaucoup plus sceptique parce que le Hezbollah, il est né en 82 de la guerre, et tant qu'il y aura la guerre, le Hezbollah, il se renaîtra de ses cendres. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que le propre des milices de cette nature, c'est que ce ne sont pas des armées avec qui on négocie, que l'on commande et que l'on soumet. Et si jamais le Hezbollah venait à disparaître, il risque d'y avoir d'autres forces qui viennent à se mobiliser. Ce qui se passe dans le Liban Sud est extrêmement complexe et ne peut pas être aboli par une décision gouvernementale. On sait par ailleurs que
le pouvoir et la compétence du gouvernement libanais, c'est pas véritablement celle d'un État fort. Hein. Yasmina Asrargui, est-ce qu'aujourd'hui, le grand gagnant dans cette recomposition régionale, c'est Israël ? Alors, vous avez effectivement une volonté de reconstruire cette carte du Moyen-Orient et le cas libanais est un exemple paradigmatique de ce qui est en train de jouer entre à la fois des peuples et un État-nation, en tout cas l'État-nation libanais qui essaye de pousser une ligne souverainiste et malheureusement rattrapé sur le terrain par des groupuscules violents au sein même du Hezbollah. J'aimerais bien rappeler tout de même qu'au Liban, Nabil Berri, qui est à la tête du Hamal, est le seul à avoir présenté ses condoléances suite à la mort de l'ayatollah. Le Hezbollah ne l'avait pas fait. Il faut attendre quelques jours pour que ces missiles frappent et qu'Israël réponde. Israël était prêt, s'attendait à une réponse du Hezbollah et a donc opéré extrêmement vite avec ce que l'on a aujourd'hui, le début d'une invasion dans le sud Liban. C'est extrêmement inquiétant. Et en même temps, cette nouvelle cartographie qui est en train de se jouer, l'extension des accords d'Abraham de manière... peut-être pas par la reconnaissance diplomatique des capitales arabes vis-à-vis d'Israël, mais en tout cas, cette unification des positions arabes derrière les États-Unis, autour du US CENTCOM, et cette grande question de qu'est-ce qu'il en restera de ce nouvel ordre régional. Alors justement, Guillaume Lagan, c'est ça, c'est en train de se redessiner, cette région, au profit des États-Unis et d'Israël ou pas ? Au profit des États-Unis et d'Israël. En fait, s'il y a vraiment changement de régime en Iran, on va refermer la parenthèse ouverte en 1979 qui a mobilisé autour de l'Iran tous ceux qu'on appelait l'axe de la résistance, c'est-à-dire tous ceux qui refusaient l'existence d'Israël. Et comme ça vient d'être indiqué, les accords d'Abraham, qui sont des accords de paix entre certains États arabes et Israël, pourraient se généraliser, notamment avec l'Arabie saoudite. Donc, évidemment, en général, au Moyen-Orient, tout se passe toujours mal, mais si on est optimiste, ça pourrait quand même pacifier cette région. Bertrand Badi. Moi, je trouve qu'on est face à un paradoxe. La recomposition, elle se fait par la décomposition. Regardez tous les systèmes politiques qui peuplent le Moyen-Orient, ce sont des systèmes politiques en pleine décomposition. La Syrie, l'Irak, peut-être demain l'Iran, le Yémen, et on pourrait ainsi continuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut aujourd'hui gouverner qu'en détruisant l'autre, et on est incapable d'imposer cet ordre nouveau. La clé d'ailleurs étant qu'on ne parvient pas à donner un statut au peuple palestinien, et tant qu'on n'aura pas donné un statut au peuple palestinien, il n'y aura pas de recomposition. C'est comme si vous imaginiez la recomposition de l'Europe en supprimant quelques peuples qui la composent. Guillaume Lagan. Non, je rebondis juste sur les Palestiniens. C'est intéressant parce qu'on parlait du Hamas tout à l'heure. L'autorité palestinienne, qui est celle qui est reconnue par les autorités internationales, a condamné les frappes iraniennes sur les pays du Golfe. Donc c'est quand même intéressant de voir ce positionnement des Palestiniens. Notable. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus décrypter et nous aider à mieux comprendre la situation. Merci infiniment. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Un nouveau tableau de Rembrandt, le maître néerlandais, authentifié après 2 ans d'examen assidu par les équipes du Rijksmuseum d'Amsterdam, et la Corée du Sud se résout à partager ses données géographiques avec Google Maps. Mais pour commencer, le mot vedette du jour, banane. Elle se mange par les 2 bouts, c'est ce que suggérait une pub en 83 déjà, et elle est devenue en 2026 le fruit préféré des Français, c'est entendu. Des régimes de bananes comme ça. Comment on produit de la banane en Occitanie? C'est 24 tonnes de bananes. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Banane, dérivée d'une langue bantoue de Guinée, arrivée en portugais du XVIIe siècle sous la forme figuera banana, figuier portant banane, désigne le fruit courbe à pulpe farineuse et enveloppe jaune épaisse du bananier, dont l'IB révèle que, d'après le baromètre de la consommation de fruits et légumes frais du 24 février, il est le préféré des Français. En France, la banane truste presque 20% de la vente de fruits frais, soit 730 000 tonnes au total, et 11,5 kg par estomac et par an. S'il existe en métropole des prototypes de bananes cultivées sous serre sans pesticides, la banane française arrive des Antilles et compte pour environ 20% de la consommation. Le reste est importé d'Afrique, des Caraïbes ou d'Amérique latine. La banane est bon marché, bonne pour la santé, riche en potassium, antioxydants, amidon, vitamines, fibres, moyen bonne pour le summer body, 2 fois plus calorique que la pomme, et en tant que fruit le plus exporté au monde, dont 46% du CO2 émis est lié au transport, pas trop bonne pour Dame Nature.
Si un sinistre pesticide fauteur de cancer et de pollution environnementale est désormais interdit dans les bananeraies antillaises, 3 autres, par ailleurs prohibés dans l'UE, sont pulvérisés en Côte d'Ivoire par épandage aérien, par ailleurs prohibé en France, sur des bananes importées ici et aussi sur des ouvriers là-bas, par ailleurs payés 122 € par mois. 97% des bananes du marché sont de type Cavendish, un duc anglais, premier à cultiver cette variété sous serre en 1836, et pousse courbée vers le haut par géotropisme négatif, c'est-à-dire à l'inverse de la gravité, pour ne pas écraser celle du dessous. Un fruit donc d'une grande civilité, gage de sa proverbiale éternité. Tout a une fin, sauf la banane qui en a 2. Vous aimez ça? La banane, oui. Eh bien, vous l'avez aussi, oui, hein, tous les deux. Bon, bah, ça tombe bien, c'est l'heure de vos chroniques. Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Alors, on n'est pas du tout dans un sujet de banane. Après 2 ans d'analyse approfondie, le Rijksmuseum, immense, merveilleux musée d'Amsterdam, a attribué au peintre Rembrandt Vision de Zacharie dans le Temple. Et vous allez nous raconter l'histoire, mais rocambolesque, de ce tableau qui a plus de 400 ans. C'est ça, parce qu'il y a un siècle... un peu moins de 400 ans. Oui, c'est un tableau de 1633. Mais en tout cas, il y a un siècle, Elisabeth, en juin 1925, il y a belle affluence à l'hôtel Drouot à Paris pour une vente aux enchères, celle de la collection Albert Lehmann, parce que cette vente s'étale sur plusieurs jours. C'est tellement de choses, il y a des trésors. Et le 12 juin a lieu la vente des tableaux anciens, dont le numéro 278, un tableau de Rembrandt, Zacharie au Temple. Vous savez, dans la Bible, Zacharie, c'est l'époux d'Élisabeth. Élisabeth, c'est une parente, une cousine de la Vierge Marie, donc ils sont très très proches de Jésus, mais Zacharie et Élisabeth sont trop vieux, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et là, Dieu offre une vision à Zacharie au moment où il officie au temple. Un ange apparaît, l'archange Saint-Michel, pourquoi pas? Et il lui dit, tu vas avoir un gamin. Et ben, de là naît Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Alors, ce tableau est signé. En bas, à droite, c'est Rembrandt. Et dans le catalogue de vente, vous avez tout l'historique du tableau avec les collections auxquelles il a appartenu, là où il a été exposé, les livres dans lesquels il est cité. D'ailleurs, quand on regarde toute cette documentation, on apprend qu'il aurait été réalisé vers 1631-1632. Vous êtes dans un état, ce tableau vous transporte. Il est parti à combien? 385 000 francs, adjugés. À l'époque, de l'époque. Oui, alors de l'époque. Alors ça, c'est d'ailleurs un des meilleurs résultats de la vente. C'est toujours très compliqué de comparer les prix, les revenus, surtout dans le marché de l'art. Pour vous donner une idée, on est en 1925, le salaire moyen d'un ouvrier, c'est 1200 francs. Donc, vous voyez que là, on est sur des sommes absolument considérables. C'est un tableau qui est en main privée à ce moment-là. Et remarquez, il n'y a aucun questionnement sur son attribution. C'est un Rembrandt, voilà. Mais ça change en 1960, dans les années 1960, au tout début. C'est-à-dire que là, il commence à y avoir des interrogations sur son attribution, avec un énorme problème pour les experts, c'est qu'ils n'y ont pas accès. Ben oui, je vous dis, collection privée. Parce que Rembrandt a été beaucoup copié. Alors, copié déjà de son vivant, c'est un artiste de renom, copié, et notamment pour ce tableau, là, pour cette scène, Zacharie au Temple, on a une copie d'un compatriote contemporain de Rembrandt, Salomon Koninck, et puis après, il y a tout le risque des faussaires. Alors, ce que vient d'annoncer le Rijksmuseum à Amsterdam, après 2 ans d'études, d'analyses, qui ont été permises parce que le propriétaire actuel a autorisé, a permis ces analyses, c'est qu'il s'agit bien d'un tableau de Rembrandt. D'ailleurs, on a préciser la date de réalisation, c'est 1633, au moment où Rembrandt est jeune, il a simplement 24 ans. Mais il faut se méfier ici de l'effet d'annonce. Parce que quand on lit ici et là, dans la presse, en gros titre, découverte d'un nouveau tableau de Rembrandt, tout de suite on imagine un tableau qui est resté pendant des siècles comme ça, au fond d'un grenier, puis on sort, c'est un Rembrandt. Ben non, vous l'avez bien compris, ce tableau est connu depuis longtemps, sauf que maintenant, après un oubli, on a la certitude, la confirmation, c'est bien un vrai Rembrandt. La valeur du tableau, d'un seul coup, augmente énormément. Et le propriétaire actuel, c'est sûr, lui aussi, Zacharie aux Anges. Et on peut voir le tableau, si on va à Amsterdam, il est exposé à partir d'aujourd'hui, je crois, ou de demain. Un petit tour à Amsterdam. Voilà. On ira à Amsterdam. À vous, Marie. Alors, après des années de refus, la Corée du Sud autorise enfin, allez-vous dire, Google Maps a installé son service de cartographie complet dans tout le pays. Oui, c'est une première, là. Voilà, parce que la Corée du Sud, c'est un des derniers pays, avec la Corée du Nord, la Chine et la Russie depuis la guerre, où vous n'utilisez pas au quotidien Google Maps pour trouver votre chemin. À la place, vous utilisez en Corée des services de cartographie locaux, donc coréens, qui s'appellent Naver, par exemple, ou Kakao, qui fonctionnent très bien pour vous géolocaliser, mais qui ont désormais du souci à se faire, puisque c'est officiel. Il y a quelques jours, le ministère des Transports coréen a annoncé que Google Maps
allait enfin pouvoir fonctionner normalement dans le pays, avec donc ce que vous connaissez peut-être, les itinéraires qu'on suit en temps réel, les informations sur les entreprises qui apparaissent sur la carte, où il y a les horaires d'ouverture par exemple, etc. Ça fait 20 ans que Google attend de pouvoir s'implanter sur le marché de Corée du Sud. Je ne rentre pas dans le détail technique, mais ce qui bloquait jusqu'ici, c'est que pour des raisons invoquées de sécurité nationale, la Corée du Sud est toujours en guerre contre la Corée du Nord, eh bien le pays refusait à Google le droit de faire sortir les données cartographiques numériques vers des serveurs, vers des data centers qui sont situés à l'étranger. Or, sans ça, sans cet export, pas de Google Maps qui peut fonctionner. Donc c'est cette interdiction qui vient d'être levée, on ne sait pas pour quand, mais pour bientôt. Officiellement, le gouvernement sud-coréen dit que c'est pour aider le tourisme, c'est pour attirer les touristes étrangers qui sont habitués à Google Maps. Beaucoup d'observateurs avisés expliquent que la Corée a tout simplement craqué sous la pression des États-Unis, qui l'accusent de discriminer les entreprises américaines comme Google et qui ont brandi la menace d'une augmentation des droits de douane. Voilà, comme d'habitude. Alors, c'est pas rien que la Corée cède devant Google, puisque en ce moment même, elle traverse une grave crise de gouvernance numérique. C'est le Financial Times qui rappelait fort à propos que en novembre dernier, donc il n'y a pas longtemps, Coupang, qui est un géant du e-commerce, il y en a qui l'appellent l'Amazon asiatique. Donc Coupang a fait fuiter les données personnelles de 2/3 de la population sud-coréenne. 2/3 de 34 millions de comptes clients. Donc il y a un type mal intentionné qui a réussi à aspirer les adresses, les noms et même les digicodes des citoyens. Donc c'est du jamais 20 millions vu de gens, quoi. En Corée du Sud, l'ampleur de cette fuite. Et donc on imagine, dans ce contexte de fragilité, que l'accueil de Google Maps ne se fait pas à bras ouverts, ou alors à bras ouverts, mais avec un couteau sous la gorge. Un peu de paranoïa, quoi. Hein. Merci à tous. On se retrouve demain, 20h05, bien évidemment. Tchuss.